Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette nouvelle webconférence. Aujourd'hui sur le thème du 360 et du développement des compétences. Permettez-moi juste de saluer l'ensemble de nos clients étrangers, puisque vous êtes assez nombreux. Je veux parler de nos amis suisses, de nos amis belges, de nos amis marocains et luxembourgeois, plus tous ceux qui sont répartis sur l'Hexagone. Pas mal de RH et puis aussi quelques autres populations. Preuve en est que la communauté managériale, je dirais, est intéressée par cette dimension 360. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné d'Evelyne Narty. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne, chez Amplitude, est plus particulièrement orientée et s'occupe de tout ce qui est accompagnement individuel, détection de potentiel, évaluation. Et dans ce cadre-là, elle va nous faire part de ses connaissances et de ses compétences sur ce sujet. Okay. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat. Et tout de suite, je vous propose de démarrer et peut-être de poser ce qu'est le 360, ce qu'il n'est pas et comment ça fonctionne d'une façon généralisée. Tout à fait. Alors, l'outil 360, comme son nom l'indique, est la vue d'un cercle de collaborateurs. C'est un système qui permet un feedback des compétences, sachant qu'on va partir d'un postulat qu'il existe un décalage entre ce que nous pensons de nous-mêmes et le retour des personnes sur cette image que nous pouvons avoir. Le 360 est un outil non pas de jugement, c'est très important, c'est un outil d'observation. Observation, ça veut dire qu'on va solliciter les personnes sur des questions qui portent sur des faits observables. Par exemple, j'ai noté, il est centré sur une question, il définit clairement les objectifs. Là, on n'est pas dans le jugement, il définit bien ou définit pas bien. On constate ou pas si ces objectifs ont été clairement définis. Donc ça, c'est le postulat de départ. Nous sommes sur un outil d'observation qui va permettre d'avoir un regard sur les comportements managériaux d'une personne, par exemple, ou d'une équipe aussi. Et donc, les résultats, c'est prise de conscience. On a noté donc outils de développement personnel et tout ça renforcé par le croisement de divers points de vue. Je voudrais revenir, tu évoques la différence entre observation et jugement. Quelle nuance fais-tu entre les deux? Puisqu'au final, un collaborateur, quelque part, va te donner son jugement sur la façon dont il est managé et accompagné au quotidien, non? Ça peut être un travers et c'est ce pourquoi l'outil a été conçu sur cette observation qu'on va décliner déjà dans une phase de communication en demandant aux personnes de se projeter dans la situation réelle et vécue et non pas sur un jugement mesurable en bien ou en pas bien. Le but est effectivement de ne pas arriver à faire que les personnes règlent des problèmes ou mettent en avant des points de vue différenciants dans l'attitude de leur manager. Ils observent et à partir de ces observations, ils ont vu ou ils n'ont pas vu que le comportement était mis en avant. D'accord. Alors, le 360 est un processus, un outil, une démarche qui est très structurée, très organisée. D'abord, elle regroupe une communauté d'environ une douzaine de personnes. Quelles personnes plus précisément? Effectivement. Alors, 12 personnes, c'est bien le minimum. Vous pensez que plus on a d'interlocuteurs sur cet outil, plus statistiquement, on a matière à réflexion. Et puis, on est dans le souci d'observer un anonymat parfait. Donc, plus de personnes répondent, plus on aura une idée d'une moyenne. L'idéal est un effectif de 12 à 18 personnes environ, vont être sollicités, on a parlé d'un cercle d'intervenants du manager, donc vont être sollicités la hiérarchie, N+1, N+2, le manager lui-même, les collaborateurs, à savoir ceux qui managent, des pairs, des homologues et éventuellement des clients internes. Là encore, pour les collaborateurs et au moins pour les pairs, il nous faut un minimum de 5-6 personnes, toujours pour répondre aux critères statistiques et pour des points de mesure. Et avec une
une ancienneté de collaboration et de mode de fonctionnement d'au moins 1 an, je crois. Tout à fait, tout à fait. Il faut que la personne ait travaillé dans son management quotidien avec toutes ces personnes. Pour avoir suffisamment de temps. En interface avec eux, bien sûr. Alors, 12 à 15 personnes vont être concernées, N+1, les pairs et les N-1, ce qui va permettre d'observer, d'identifier, de diagnostiquer 8 compétences universelles qu'on va détailler plus précisément, 8 domaines clés du management qui vont être observés. Quelques exemples de la lecture qu'on va pouvoir en faire. Tout à fait. Alors, ces 8 domaines de compétences sont universels. C'est le postulat de l'outil que nous avons choisi. Le management, à travers des études de marché, est positionné à travers ces 8 domaines. Ces 8 domaines sont également eux-mêmes alimentés par d'autres compétences essentielles. En tout, nous allons avoir 18 compétences qui vont être mesurées dans le questionnaire. Alors, par exemple, nous allons constater que selon les intervenants, qu'ils soient hiérarchiques ou collaborateurs, les accents ne seront pas mis de la même façon, tant sur la communication que sur le leadership, tant sur l'adaptabilité qui, statistiquement, et ça n'engage que moi, on découvre que la hiérarchie est très soucieuse de l'adaptabilité qui inclut la créativité et l'innovation. On constate que les N+1 et les N+2 attendent de leur manager une adaptabilité et l'innovation. En revanche, on va constater que le collège des collaborateurs sera très axé sur la communication, par exemple sur la capacité d'être écouté par leur manager et pour traiter l'information et pour l'obtenir aussi de leur manager. Donc, on peut différencier pour une même question déjà des différences d'aptitude managériale que l'on va trouver soit vis-à-vis d'une hiérarchie, on ne communique peut-être pas de la même façon avec son hiérarchie qu'avec ses pairs. Les pairs, le collège des pairs sera moins soucieux de la production, par exemple, parce qu'ils n'en savent rien sur le résultat. Ils seront très soucieux de la relation qu'ils vont avoir, par exemple, dans un codir entre eux, puisque souvent les problèmes de codir, c'est un manque de communication, de transversalité. Et la possibilité en préparation de l'action d'identifier avec le client les domaines plus particuliers sur lesquels il va falloir être attentif. Oui, si tu veux bien revenir au schéma précédent, vous allez voir que l'on parle de 6 domaines de compétences critiques. En amont du questionnaire, vont être sollicités N+1, N+2 et le manager sur, par rapport au poste occupé du manager, quelles sont pour vous la hiérarchie, les 6 compétences attendues spécifiquement sur ce poste. Et le manager aura la même question. Il sera intéressant, en fin de diagnostic, de voir si déjà les deux parties sont d'accord sur les missions du manager. Et souvent, il y a des décalages. On voit beaucoup de décalages. On a quelques surprises. Et c'est autant apprenant pour le hiérarchique que pour le manager, bien évidemment. Donc ce questionnaire, enfin ce 360, s'appuie sur 70 questions qui sont administrées par Internet. Quelle durée de passage? Alors, la moyenne, c'est 20 minutes. Tu trouvais ça un petit peu juste. On va dire 20 à 30 minutes. Il ne faut pas plus, étant on le stipule aux personnes, pour garder la spontanéité. C'est l'objet de tous les questionnaires et de tous les tests où il requiert une certaine spontanéité. Alors, on va voir maintenant comment est mis en place un dispositif 360. Là aussi, des éléments très structurants, avec une première étape qui est le choix des personnes qui vont être amenées à donner leur avis sur la personne bénéficiaire. Identification et validation des personnes types. Pourquoi est-ce que c'est important et comment ça fonctionne? C'est la phase la plus difficile, la phase amont du process, tout simplement parce que le manager doit être sollicité et proposer la liste des bénéficiaires de ce questionnaire. Mais il faut faire attention qu'il ne soit pas trop en sa faveur, il faut qu'il soit le plus neutre possible et qu'il sollicite bon nombre d'avis. Donc pour ce faire, ce que nous recommandons, parce qu'il y a des erreurs dans certaines administrations dans les choix des managers, nous recommandons que le manager établisse sa propre liste
Et ensuite, la phase validée où on discute, pour le moins, soit avec les ressources humaines, soit avec son opérationnel, son N+1, ou qu'il y ait une réunion tripartite entre les trois. Ça, c'est l'idéal pour donner du sens et une crédibilité, une objectivité sur les réponses attendues. Il ne faut pas que le manager identifie que c'est psychopathe, évidemment. Et à contrario, que le N+1 oriente vers les plus contestataires. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est très important, le temps qu'ils vont prendre d'identifier et de poser la liste des participants. Ensuite, une fois qu'on a identifié les personnes cibles, une communication, et une communication qui est très importante à la fois pour les bénéficiaires, que l'on travaille en collectif ou en individuel d'ailleurs, hein, puisque on va le voir tout à l'heure, 360 peut être fait de façon individuelle ou de façon collective, pour un comité de direction par exemple. La communication est importante pour les bénéficiaires comme pour ceux qui vont y répondre. Donner du sens, valoriser le dispositif. Comment est-ce tu pratiques? Alors ça, c'est là aussi une phase très très importante de l'amont, puisque il faut d'une part communiquer pour expliquer le process, qu'il s'agit de participer à une opération d'amélioration et de recul sur soi-même. C'est une participation où on va aider son manager à faire un travail pour lui-même. Donc il faut que les personnes soient sollicitées, qu'on leur explique bien que leur intervention est garantie par un anonymat total, et ça c'est très important, et l'outil le permet, sachant que Amplitude n'a pas accès aux réponses individuelles des collaborateurs, c'est uniquement géré par l'outil. Il faut aussi remercier les personnes d'accepter de participer parce qu'ils participent à un projet de management de leur employeur. Donc il faut garantir la confidentialité, les remercier et on les sollicite. Par là même, on reconnaît aussi leur regard et l'intérêt de leur évaluation. Troisième étape, juste vous rappeler que vous avez la possibilité de nous poser des questions si vous voulez qu'on approfondisse tel ou tel thème. Une fois que le process est lancé, que la communication est faite, l'évaluation en elle-même va être réalisée, comme on l'a vu par un questionnaire, 70 questions, administrées par Internet, ce qui nous permet ensuite de analyser les réponses et de faire une synthèse des informations. Comment ça se passe et quel type de documents sur lequel on va s'appuyer? Alors là encore, le choix de l'outil, si je peux en dire deux mots, à travers différents autres outils du marché, c'est un outil américain qui existe depuis les années 90. Et pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que derrière, il y a une équipe aux États-Unis, tant de psychologues de travail que d'informaticiens. Donc là, on a affaire à un outil proactif qui peut être passé en plusieurs langues, c'est important des fois. Et ce document riche va nous permettre, et c'est très important, d'être restitué en face à face avec le manager. Il ne faut pas le laisser tout seul avec les résultats, puisque vous savez très bien que des fois, il y aura des caricatures dans les réponses. Souvent, dans les caricatures, on constate quoi? Que ce sont les hiérarchiques eux-mêmes qui provoquent un petit peu la réaction de leur manager en étant sévère ou très obligeant. Ça peut avoir des notes parfaites comme des notes très mauvaises. Et quand on échange avec eux, on constate que c'est l'occasion pour eux ensuite d'échanger avec leurs collaborateurs. Nous, en entretien face à face, on fait l'analyse qui part
du global, la restitution d'outils, et du global sur les 8 compétences où on va avoir statistiquement les forces et les points de progrès. Et ensuite, on va partir dans l'analyse détaillée de tous les points. Et ceci en comparaison avec tous les collèges qui interviennent dans le processus. On le voit ici à l'écran quelques éléments donnés. Ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit où se positionne le répondant, où se positionnent les N+1 et où se positionnent les N-1. Ça permet de faire un résumé, une synthèse. Le document fait une vingtaine de pages et clairement ne peut être lu par la personne. La durée du débriefing, la durée de l'accompagnement à la lecture, à la compréhension, à l'appropriation des commentaires dure combien de temps? Minimum 2 heures, en moyenne la mi-journée. Ouais. Parce que souvent, il peut être couplé à un autre outil. Là, on est sur un outil d'observation. Souvent, il peut être couplé à un outil. Là, on est donc le paraître du comportement. Il peut être couplé souvent à un test de personnalité. C'est plus lève, mais comment je fonctionne pour avoir un regard et un test de comportement aussi, on peut avoir. Donc, si vous voulez, c'est l'occasion de faire une démarche, un travail sur soi et sur son retour de management. Ça, c'est au choix, bien sûr, avec les ressources humaines. Avoir et recueillir l'avis de ses collaborateurs, alors même que l'on affiche le fait qu'on soit un très bon communicant, un très bon leader, qu'il y ait une parfaite transparence dans le département ou dans la région managée par le collaborateur, et se retrouver avec des commentaires de collaborateurs ou de pairs ou de N+1 qui disent tout à fait le contraire, est-ce que ça n'est pas parfois déstabilisant? Et est-ce que, c'est le fond de ma question, le 360, la démarche, est adaptée à tout type de manager, tout type d'entreprise? Il y a un degré de maturité de la part du manager pour faire ce type d'exercice. Il faut déjà avoir quelqu'un qui ait fait preuve de capacité, de recul, d'analyse de sa posture. Effectivement, il y a des circonstances aussi où le manager peut être en difficulté relationnelle avec son équipe, avec son manager, et il vaut mieux traiter le cas en amont avant de passer à 360. Le 360, ça doit être un outil positif qui lui permet de travailler sur lui-même et d'évoluer. Si c'est un outil de censure et qui va le mettre mal à l'aise, c'est tout faux. Donc effectivement, en amont de ce 360, il faut qu'il y ait une maturité reconnue et que la personne soit volontaire de cette démarche. Si elle n'est pas volontaire de cette démarche, si elle n'est pas dans une situation de motivation et soucieuse d'évoluer dans sa pratique managériale, ça veut dire que c'est pas le moment et qu'il faut peut-être passer par un accompagnement plus classique. Ouais. Et puis j'ai souvenir pour des accompagnements collectifs, comité de direction, que le climat général de l'entreprise ne permettait pas de mener cette action. Donc on a mené une action, mais pas en utilisant l'outil. Voilà, tout à fait. C'est un acte courageux de la part du manager, il faut le lui dire. Hein. C'est courageux, mais c'est aussi volontaire et mature de sa part. Et donc, tout au long de ces échanges et de ce débriefing, il y a prise de conscience, il y a discussion, il y a mise en perspective et tu termines par un plan d'action visant à renforcer les points de force évoqués dans le 360 et puis à travailler les points de progrès. Les points de progrès. Donc, souvent, le plan d'action va aboutir à une préconisation en termes de formation, voire de coaching dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on a identifié les points cibles d'accompagnement et le manager est dans une posture de vouloir continuer à mettre en place, mais pas tout seul, quoi. Voilà. Après, donc, c'est un travail à faire avec les ressources humaines, bien évidemment. Mais tu as réalisé quelques centaines d'accompagnements en utilisant cet outil, oui. D'une façon globale. Le pourcentage de gens qui ont été impactés, touchés, qui ont compris et qui ont mis en œuvre du changement sur une base 100, tu dirais quoi? Il est majoritaire, hein, je suis du 70-80%. L'art du consultant, pardonnez-moi la modestie, c'est dans cet accompagnement
il a été constaté des fois des situations assez difficiles de rejet du manager par un collège, soit des collaborateurs, soit de la hiérarchie. Et là, on est obligé de construire avec la personne. Le but, c'est pas de le déstabiliser, le renvoyer à son poste avec de l'amertume ou du mal-être. Donc là, eh bien effectivement, notre métier, c'est aussi de l'accompagner dans cette prise de conscience et de l'aider à voir aussi quelles sont un peu les provocations qu'il peut y avoir derrière tout ça. Hein, comme je vous disais que la hiérarchie provoque souvent. Dans l'histoire du collège des collaborateurs, en analysant finement avec lui qu'est-ce qui a pu se passer, sans chercher à identifier les personnes, mais le moment important est important du contexte. Si vous voulez, quand on vient de faire les entretiens annuels ou qu'on a refusé des primes à certains collaborateurs, on pourrait penser que ces collaborateurs vont avoir quelques ressentiments et donc c'est peut-être pas le bon moment après des entretiens annuels de faire un 360 par exemple. Hein, il faut tout analyser et remettre le contexte global par rapport à ce process. Merci Evelyne. On voit que cet outil de par sa structure, de par sa mise en œuvre, peut générer un certain nombre de bénéfices. On a essayé de vous les résumer. En tout cas, nous, on a une vraie conviction, c'est que si vous souhaitez générer une prise de conscience et insuffler une transformation, le 360 est certainement le meilleur outil pour impacter, toucher et faire avancer les gens. Une fois que vous avez le retour de vos collègues, une fois que vous avez le retour de votre manager et celui de vos collaborateurs, vous avez des éléments qui vont vous permettre de vous améliorer dès lors que, c'est ce que tu évoquais, vous avez envie à l'origine de le faire. Donc, quelque chose de très valorisant pour le manager, puisqu'il va passer du temps avec un consultant, une demi-journée, sur l'histoire qui l'intéresse le plus, c'est-à-dire la sienne. Prise de conscience, je l'évoquais, sur son mode de fonctionnement, sur son mode de communication, sur la façon dont il est perçu. Hein. On pense souvent bien communiquer, on pense souvent faire preuve de transparence, de leadership, et c'est pas toujours ce que nous renvoient les collaborateurs. Et puis, ça se transforme en plan d'action très concret, très opérationnel. Donc, pour le manager, beaucoup d'éléments positifs. Pour l'entreprise, attends, si je peux me permettre par rapport aux bénéfices pour le manager, le but étant qu'à la fin de cette analyse avec le consultant, dans un premier temps, il sollicite sa hiérarchie. Puisque seules, je vous rappelle, les réponses des hiérarchies ne sont pas anonymes. Donc, pour les 70 questions, il connaît la posture de sa hiérarchie. Et donc, c'est le moment ou jamais aussi de prendre rendez-vous avec la hiérarchie, un déjeuner, etc., et de poser des questions. Eh bien, là, on est en phase, on n'est pas d'accord, qu'est-ce que tu me reproches dans ma communication, etc. Donc, c'est aussi un outil apprenant pour le manager, c'est ce que je voulais dire. Et c'est aussi un outil qui va permettre aussi de créer du lien avec ses collaborateurs ou avec ses homologues tout simplement. Mais ça le met en action et c'est un outil apprenant. Qui met des mots sur des mots MAUX pour bien faire avancer. Alors, bénéfice pour l'entreprise, ça va permettre d'avoir statistiquement des éléments très précis sur lesquels l'entreprise va pouvoir se poser des questions et faire avancer les équipes. Je l'évoquais tout à l'heure, certainement un des meilleurs outils, si ce n'est le meilleur, d'amélioration des performances managériales, puisqu'on va travailler sur la profondeur, on va travailler sur le détail. Tu évoquais tout à l'heure 8 compétences, tu évoquais 6 compétences clés dans 18 domaines. Donc, on rentre vraiment dans le détail et sur le document que j'ai là, on le voit, il y a une finesse d'analyse qui est extrêmement intéressante et extrêmement utile à l'entreprise et aux collaborateurs. Ça va permettre, à titre individuel ou collectif, d'avoir une cartographie d'un comité de direction, d'un groupe de managers opérationnels, et donc d'identifier des potentiels, d'identifier des problèmes, de travailler sur un risque RPS éventuellement. Donc, le champ des possibles est très très large pour l'entreprise. Et pour terminer nos échanges, vous présenter quelques exemples et quelques cas concrets, à la fois individuels et collectifs. Evelyne, peut-être démarrer par un exemple
individuels chez notre client Bayersdorf? Oui, par exemple, il s'agit d'un manager qui lui-même avait été rompu au 360 il y a un certain nombre d'années et qui aujourd'hui, dans le cadre d'une évolution d'un poste de manager à un poste dirigeant, a été sollicité pour faire un 360 pour lequel il était complètement volontaire, pour effectivement faire un petit peu l'état des lieux du présent et pour mieux se projeter, se former, grandir dans la posture de directeur à laquelle il était appelé très rapidement. Donc là, c'était un outil de progression tout en se donnant les moyens de réussite dans ce poste. Et puis un exemple sur du collectif, le comité de direction, qui est une question par parenthèse qui nous est de plus en plus régulièrement posée. Comment fluidifier, comment améliorer, comment faire qu'une équipe de managers travaille mieux ensemble. Spécifiquement chez nos amis de Citec. Oui, nous sommes dans une centrale d'achat de la grande distribution avec un CODIR de 18 personnes environ qui est confronté à plusieurs thématiques, dont une thématique avec une cassure, on va dire, dans le fonctionnement de ce CODIR entre les fonctions support et les fonctions opérationnelles. Ça s'écoutait plus, ça se comprenait plus, et avec donc un manque de transversalité au niveau descendant, bien évidemment, puisque le CODIR n'était ni soudé, ni solidaire et n'avait aucune posture commune. Donc le but du directeur général qui nous a sollicité était un petit peu un but électrochoc, mais tout en étant conscient que le CODIR devait progresser et former une réelle équipe. Donc, à travers le 360, chaque directeur a pu travailler individuellement sur ses points forts et ses axes de progrès dans son domaine, et puis travailler ensemble et en collectif sur le compte-rendu de qui est notre équipe de direction aujourd'hui. Quelles sont nos forces au niveau de la communication, au niveau de la production? Où sont les forces? Peut-être que les forces sont plus en communication sur les fonctions support que sur les fonctions opérationnelles. Et face à ce constat, un séminaire, déjà pour expliquer et travailler ensemble par des ateliers, et quels sont nos points de progrès et qu'est-ce qu'on met en place pour arriver à un CODIR solidaire avec une communauté, avec une transversalité plus fluide, etc., etc. Et avec l'acceptation des uns et des autres dans un esprit de solidarité et de coopération. Et de bienveillance. Et de bienveillance, mais avec fermeté. Merci Evelyne pour ces précisions et ces exemples de mise en application de l'outil 360. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous accompagner. Si vous souhaitez avoir des informations plus précises sur le 360, sur l'accompagnement et le développement des compétences en général, vous avez nos mails qui s'affichent et vous signifiez notre prochaine webconférence qui aura lieu le 12 mai. 12 mai où nous allons avoir un point sur la réforme de la formation. Nous serons présents avec Cyril Parlant du cabinet Fidal et on fera un an et demi après sa mise en œuvre un état des lieux de l'évolution du marché de la formation et de l'utilisation de la formation par les entreprises. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt j'espère pour de nouveaux échanges. Au revoir. Belle journée.